Hello tout le monde et on se retrouve en ce début d'après-midi à nouveau pour le Growth Marketing Connect et cette fois on va attaquer les hostilités de cette seconde moitié avec Hugo Cornu qui est Growth Lead chez Allegria et Hugo il va nous parler d'un sujet forcément captivant puisqu'il va nous parler de comment est-ce que dans son équipe Growth on cultive une vision produit qui est axée sur du process et de la data. Salut Hugo! Salut Florent, salut tout le monde. Hugo, je te laisse déjà nous présenter un petit peu Allegria et puis nous expliquer l'intention du propos de cet après-midi. Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, à la limite, je sais pas si j'explique directement à l'égréage, je sais pas comment tu vois les choses, mais je pensais peut-être parler un peu plus contextualiser un peu plus avant d'arriver chez Allegria, parce que c'est ça aussi qui me Allez, profile là. vas-y, en entonnoir Euh, comme on aime, c'est l'esprit Bon, growth. exactement comme on aime, voilà. Non, non, bah, je me présente, Hugo, j'ai 28 ans et bref, en soi, on s'en fiche un peu, mais ça fait pas si longtemps que je suis dans le growth. Globalement, je viens d'assez loin. C'est pas pour storyteller les choses, c'est juste que j'ai fait mon stage ma première expérience professionnelle, je l'ai eu, on va dire, en M2, donc à l'université. Et donc ça a vraiment été le déclencheur de justement ce qui s'est passé par la suite. Donc j'ai mis un premier pied dans la publicité avant de rejoindre le growth. Donc j'ai commencé à donc déjà mon stage de fin d'études, c'était chez Ubisoft à Montréal. Donc c'était assez ouf comme première expérience, on va dire. C'était une sacrée chance. Et c'était vraiment une allez, double chance dans le sens où ils internalisaient toute la partie média, donc que ce soit l'achat média, la créa, enfin, que ce soit la BI, donc on va en parler beaucoup dans ce talk justement, hein, donc business intelligence. Donc c'est vraiment comment on va structurer toutes nos données, comment on va les transformer, comment on va les rendre vraiment manipulables. Et puis surtout, voilà, on communiquait beaucoup entre Montréal et San Francisco, donc c'était assez intéressant de voir à l'échelle d'un gros groupe aussi à quel point bah, les process étaient ultra solides et souvent très très rigides. Donc on va souvent comparer, moi je vais beaucoup comparer aujourd'hui à bah, mon expérience que j'ai eue par la suite jusqu'à chez Allegria en startup, et puis bah, celle que j'ai pu avoir chez Ubisoft, et avant de finir justement sur cette partie très produit. Et il y a vraiment la problématique, hein, ça fait assez lourd comme problématique, c'est-à-dire comment avoir cette vision produit dans une équipe growth, mais globalement dans les équipes business. Euh, et c'est sûr que je rajoute à chaque fois le process et la data, parce que pour moi, c'est partie intégrante du growth, c'est partie intégrante de toutes les équipes métiers aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'avoir cette méthodologie de test et d'hypothèse. Donc on va parler beaucoup de ça. Et donc ça a été le déclic, comme je disais, chez Ubisoft, hein, surtout sur cette philosophie un peu de growth, de business. Et je savais que je voulais absolument travailler en programmatique parce que je travaillais spécialement là-dessus. Le programmatique, j'en parlerai juste un peu plus tard, mais globalement, c'est de la publicité. Et j'ai fait mon mémoire là-dessus. Je venais de loin, comme je disais. Je connaissais vraiment pas grand-chose de business. La fac m'a pas vraiment appris. C'est très, très théorique. Donc, voir des revues de littérature ou autre. Et donc, arrivé chez Clocks, enfin, c'était ma première expérience. Donc, c'était un trading desk. Donc, une agence spécialisée en programmatique. Donc, j'ai commencé vraiment, j'ai eu différents rôles. Alors, je sais pas, oui, effectivement, je peux passer les slides, j'avais pas fait attention. Donc arrivé chez Clocks, très opérationnel comme poste. Je pense que comme tout le monde, je sais pas quelle est l'audience aujourd'hui, mais les premiers postes sont toujours opérationnels. Je pense que c'est très important aussi pour vraiment se rendre compte du côté du quotidien, et ensuite comment construire une équipe par rapport à ce qu'on a pu vivre là-dessus. Et, euh, et globalement, peut-être pour expliquer aussi ce que c'est que Clocks, c'est un trading desk programmatique, c'est l'ensemble des outils et des acteurs qui permettent d'automatiser la vente et l'achat d'espaces publicitaires. Donc vous allez me dire, c'est à peu près pareil que Facebook ou Google Ads, hein, sauf qu'on va souvent comparer ça à l'open web. Donc c'est globalement, on va diffuser tous les types d'inventaires, hein, tous les types de formats, que ce soit du display, de la bannière, donc de la vidéo, du natif ou de l'audio, mais sur tous les environnements possibles. Et c'est-à-dire, ça peut être sur les consoles de jeux, ça peut être sur les sites web, les applications, ça peut être sur les panneaux digitaux, donc tout ce qui est connecté, on va dire, à des serveurs, hein, donc tout ce qui va permettre d'observer des publicités. Et donc là, c'était vraiment une expérience assez incroyable pour moi parce que c'était vraiment novateur. C'était pas juste de travailler en agence à faire que de la publicité sur Facebook ou que du Snapchat ou que du TikTok. J'ai vraiment vu comment ça fonctionnait vraiment à l'intérieur de la machine. Et petit à petit, donc quand je suis arrivé, on était 7. Et petit à petit, j'ai construit l'équipe, donc une équipe de 8 personnes à gérer les opérations de publicité tout le temps.
Et là, forcément, on avait cette vision très client, on avait cette vision, bah, comment on peut optimiser nos opérations et construire à la fois un produit de reporting pour nos clients. Donc c'est là-dessus où j'ai eu ma vraie expérience produit avec des équipes, tech. Et petit à petit, Quentin est arrivé, on a monté l'équipe à 2, donc il y avait plus trop de raisons que je la gère tout seul et commençait à avoir forcément ces petits problèmes de gestion. C'est jamais simple pour des managers entre guillemets d'avoir 2 managers. Donc j'ai accepté de me dire: «OK, bah, ça m'intéresse de monter sur le growth». Donc ça, c'est vraiment le contexte. C'est comme ça que je suis arrivé dedans. Donc ça, c'était on va dire il y a 3 ans. Et sur la partie growth, autant moi que Guillaume et Corentin, les cofondateurs de Clox, bah, connaissions pas grand-chose. On avait plein d'idées, qui est déjà un bon début, on va dire, dans le growth. Mais on n'avait aucune méthode, on n'avait aucun process, on partait dans tous les sens. On avait, mal défini les objectifs. Donc, tout ça, ça fait vraiment partie intégrante du succès, selon moi, d'une équipe growth et d'ailleurs des équipes business. Yes. Et, et là-dessus, notre rôle, c'était vraiment de la pure acquisition et des automatisations de beaucoup de process. Donc, j'en parlerai aussi de ce que c'est le growth. Je pense que si vous avez déjà assisté à d'autres interventions ce matin, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir la vision de chacun. C'est très compliqué à définir. Parfois, on va dire que c'est une méthodologie. Parfois, on va dire que c'est une branche du marketing. Parfois, on va dire qu'on va le résumer par rapport au modèle art. C'est souvent ça, d'ailleurs. Et nous, on le définissait un peu à la croisée, donc c'était très compliqué déjà d'acculturer tout le monde dans la boîte là-dessus, mais c'était à la croisée des métiers d'ops, de no-code et de pure growth. Donc comment être plus productif pour produire plus et générer plus de leads, par exemple, ou avoir des paniers moyens plus importants. Donc là-dessus, on va revenir un peu sur le modèle art, donc activation, acquisition, rétention, referral revenu. Et donc là, c'était vraiment passionnant. Je suis tombé dedans et petit à petit, j'avais fait quand même globalement le tour. Le modèle de l'agence publicitaire ne me convenait plus vraiment. Donc voilà, j'ai eu cette opportunité, chez Allegria maintenant, qui est vraiment, ce que je voulais, vraiment à la croisée du milieu, pure tech avec, ce que j'aime faire, donc c'est-à-dire du business et du growth. Hem donc Allegria, bon, ça fait un peu corpo cette presse, mais Allegria, ça a moins de 2 ans cette boîte. On va avoir 2 ans en décembre et on représente, on va dire, le no-code sous 3 différents modèles économiques. Le 1er, ça va être l'académie. C'est une formation de 15 mois, donc qui est splittée un petit peu qui est complètement splittée entre un bootcamp de trois mois intensif avec un an en alternance. Donc là, globalement, c'est très marketing driven. Moi, je travaille spécifiquement sur ce modèle-là et sur le studio, je vais le présenter juste après. Donc, globalement, c'est, le branding, c'est comment on va justement permettre, aider les étudiants à représenter cette marque-là ou en tout cas qu'il y ait vraiment un sentiment d'appartenance. Ça va être beaucoup d'activation, beaucoup d'acquisition, donc c'est très, très, très marketing. Il n'y a pas vraiment de commercial, c'est du B2C. 2e modèle, c'est le studio sur lequel je travaille aussi, donc ce sont les modèles sur lesquels je bosse. Le studio, c'est de la pure prod, donc ça veut dire on va vendre du jour homme. On va peut-être, essayer d'avoir un système d'abonnement pour essayer de scaler, hein. C'est le souhait de tout le monde dans le service d'avoir une sorte de produit qui s'intègre dedans pour que ce soit on va dire que ça génère du revenu, sans qu'on ait besoin de vendre du temps humain qui est pas vraiment scalable. Donc globalement, ça se compartimente en du conseil. Dans studio, c'est de la pure production. De la formation aussi, donc on avait parlé de cette acculturation, que ce soit dans le growth, le no-code ou autre. Bah, c'est super important d'acculturer les équipes, business dans les entreprises et puis une partie service où également ça va être, de l'allocation de ressources chez eux. Donc ici, c'est globalement sales driven, donc globalement, moi, c'est les canaux qu'on va connaître dans le B2B, dans le SaaS, hein. Ça va être de la publicité, ça va être de l'outbound, donc du cold email, du cold call, beaucoup de sales ops, hein, sur lesquels je travaille. Donc, pour ceux qui savent pas vraiment comment définir les métiers d'ops, que ce soit marketing, sales ou, que ce soit finance ops, c'est vraiment, trouver tous les outils ou, créer des process qui vont permettre d'améliorer le quotidien, on va dire, des équipes, défini en tout cas, par exemple le sales, moi je travaille beaucoup avec l'équipe sales. Donc comment on fait en sorte que la data soit de qualité, comment on fait en sorte que les reportings soient toujours disponibles, toujours visibles pour tout le monde pour qu'on puisse pas lâcher une seule fois, les objectifs. Donc ça, c'est un gros risque justement dans le growth, partir un peu dans tous les sens sans avoir vraiment cette ligne de mire qui est l'objectif. On a toujours l'impression que tous les jours on fait quelque chose, mais c'est jamais aligné. Donc finalement c'est pas efficace et la semaine suivante qu'on doit se soutenir un petit peu ce qu'on a fait, c'est compliqué. Et puis, le modèle du milieu, c'est le network. C'est, une communauté de freelance, donc de no code makers comme on les appelle,
Moi, je suis pas dessus, donc j'ai essayé un petit peu, c'est là où c'est compliqué. Je sais pas si, toi, par exemple, Florent, tu as déjà eu une expérience, sur le growth, mais généralement, on va mettre le growth sur des phases d'accélération. Alors que là, on était vraiment en recherche de MVP. On essayait de trouver un modèle, à faire avec, les freelances, avec nous, comment on peut trouver une synergie entre les 3 modèles. Donc c'était très compliqué, lancer des ads à droite à gauche, on perdait beaucoup de temps et finalement, moi, dans ma vision du growth, je pense qu'elle doit être très liée, à une phase déjà, post product market fit. Donc il y a beaucoup de termes un peu barbares, mais, je pense que déjà les gens qui regardent ici sont un peu au courant de tout ça. Donc product Ouais, market fit, ouais, hein, c'est vraiment de trouver un marché, on pense que c'est vraiment le bon. On a fait beaucoup d'interviews, on a commencé à avoir nos premiers clients et là, on va commencer à lancer plein de sujets. Donc, que ce soit plein de leviers d'acquisition, généralement, c'est là dès le début, que ce soit de la publicité, du cold call, peu importe les leviers et ensuite, on va rentrer dans les phases d'optimisation qui sort un petit peu du scope, du growth, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Déjà, est-ce cas, que ton c'est propos clair? Tu des questions toi vient qui pile poil. vraiment, là-dessus? Ouais, totalement. Bah, Comment? en fait, c'est très pertinent que tu nous reparles de ça, parce que ce matin, dans la plénière, on a justement parlé de la nuance entre faire du growth pour passer à l'échelle et faire du growth pour chercher son product market fit. Donc, c'est très, très clair de l'aborder comme ça. Et je sais que Ouais, justement, franchement, pour c'est suite, tu voulais excuse-moi, vas-y. justement revenir sur ta définition du growth, il me semble. Et bah, c'est parti. Alors, c'est pas simple, franchement, à l'expliquer. C'est vrai que, comme je parlais de mon expérience déjà chez Clock, c'était toujours très compliqué de dire: «Je suis média trader, je travaille en programmatique et je travaille dans un trading desk». Je m'étais dit qu'en arrivant dans le growth, bon, j'allais peut-être, trouver un moyen d'expliquer un peu plus facilement et finalement non, parce que même à soi-même, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de gens en discutant qui définissent le growth via justement ce framework, hein, via le modèle ARR, acquisition, activation, bref, je ne la refais pas, je pense qu'on vous a assez Ça bassiné va. avec ça. Heu et puis, éventuellement, on va dire que c'est un métier et parfois on va dire que c'est des méthodologies. Parfois, on va juste tout simplement dire que c'est une branche du business, comme au même titre que business, on va employer growth, mais on va pas l'utiliser pour des métiers. Beaucoup, essayent de retrouver un peu des innovations RH en déstructurant un petit peu ce que c'est le growth. Je pense notamment, alors je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, je pense que chacun a sa définition du growth. Je pense à Growth Talent avec Jérémy Goalio. Il a essayé d'avoir cette vision très expert du growth, donc la déstructurer en mode growth inbound, growth outbound, growth ops. Mais pour moi, ça fait plus ou moins de sens dans le sens où au growth ops, ben, globalement, on peut très bien le résumer à un CRM manager. Le growth outbound à du SDR 2.0, du growth inbound à du content manager. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, on va dire de l'ancienne école, il n'y a pas d'ancienne école, mais qui vont avoir ces remarques et je suis assez d'accord avec tout ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on a des outils, que ce soit à travers des outils vraiment très spécifiques ou des outils no-code qui permettent de s'interconnecter avec d'autres qui nous rendent beaucoup plus, performants, beaucoup plus productifs là-dessus. Donc, c'est juste qu'aujourd'hui, un SDR, il a plus de bandes passantes pour gérer plus de choses. Un content manager, il a plus de bandes passantes pour gérer la partie acquisition, activation. Et pour moi, c'est assez important de cibler ça. C'est que, parfois, il y a un peu une misconception, j'ai dire en anglais, mais une mauvaise représentation de ces métiers. C'est très compliqué. Dans les startups, on va chercher ce profil, hein, c'est très lié à des profils très polyvalents, des moutons à 5 pattes, hein, on va dire entre guillemets, qui sont très rares au final, mais malgré tout qui sont vraiment importants parce que, peut-être que dans une vision startup, on n'a pas besoin d'experts, on a plutôt on a besoin de profils qui vont gérer plusieurs leviers. Donc on a essayé de trouver un product market fit, on le gère ou en tout cas on le cherche et on va tester des choses. Mais par contre, ça suffit pas juste de tester de la publicité. Il faut tester de la publicité, il faut tester du contenu, il faut essayer d'avoir une vision un peu court terme et long terme. Donc, on n'a pas les ressources RH pour avoir 5, 6, 7 personnes expertes sur chacun de ces sujets. Donc, alors, excuse-moi, ouais. Donc globalement, moi, ce que je vois, dans la startup, le growth, il va avoir une définition qui est un peu différente. Déjà, c'est pas du tout la même dynamique. On va avoir des profils polyvalents où le head of growth, il va plutôt gérer, il va piloter, il va définir la stratégie, il va piloter, bah, chacune des expérimentations pour savoir si ça fait du sens avec les ressources qu'il a. Donc les avantages de ça, c'est que, bah, déjà, ça crée un vrai dynamisme. On n'a pas le choix d'avoir, 10 personnes, on en a 2. Il faut prendre des risques, il faut leur laisser beaucoup d'autonomie et ça, bah, déjà pour moi, c'est clé, dans les startups et dans cette vision growth. C'est, laisser du lest à chacun, pour tester des choses et tant pis si
si c'est pas concluant, si c'est pas validé, parce que de toute façon, on aura minimisé aussi les tests, les budgets dans chacun des tests. Et puis après, c'est très important pour passer justement de la startup à la scale-up ou au grand groupe, hein, parce que, généralement, quand on arrive les 2 pieds dans le plat dans les grands groupes avec, du growth, c'est très compliqué d'acculturer tout le monde. Donc le fait de faire ça au plus tôt, ça, c'est ma vision. Je pense que je sais pas s'il y a des sujets aussi de comment construire son équipe growth, hein, mais c'est très, très important selon moi d'avoir cette culture, d'avoir un manager qui va dire: «Tout on va se partager beaucoup d'articles, on va faire des résumés, on va faire des points spécifiques là-dessus». Il faut vraiment que ça fuse selon moi parce que, les prochains venants dans l'équipe, ne vont pas avoir le choix que de prendre ce dynamisme, et de se mettre au diapason parce que finalement, ils n'ont pas vécu autre chose. Alors que l'inverse, c'est très compliqué de changer des comportements. Donc il y a un développement d'une culture de growth dans une entreprise qui va être très intéressante et alors que la vision que je vais avoir dans les scale-up, les grands groupes et c'est loin d'être, totalement vrai, j'imagine qu'elle sera à débattre, à challenger. Je serais curieux d'avoir, ton avis aussi, Florent. Mais là, on va avoir un gros, gros besoin d'optimisation. C'est-à-dire qu'on a déjà lancé plein de sujets sur le growth, on a déjà validé de la publicité, on sait que ça fonctionne. On a fait du code de la séquence, on sait que ça fonctionne. On a fait du contenu, on n'est peut-être pas très bon parce qu'on fait aussi avec ses propres ressources, mais on a besoin de passer à l'étape supérieure. Et je vais juste revenir à mon expérience passée chez Clox. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est un peu les raisons de mon départ aussi. C'est que, je suis passé Head of Growth, donc globalement excusez-moi, il faut que je coupe mon téléphone. Donc je suis passé Head of Growth et finalement mon rôle c'était d'acculturer la boîte, c'était d'accompagner les équipes business dans ce qu'elles faisaient, qu'elles soient plus productives, d'avoir des personnes aussi en contenu, pour essayer d'alimenter les sales et de faire de la pure acquisition. Donc là, j'avais le rôle un peu, du volet gauche, hein, donc très très start-up, hein, où, il fallait lancer des sujets parce qu'on n'en avait pas fait. J'avais monté, enfin je suis resté 1 an et demi sur la partie growth et puis, petit à petit, il y a Christophe qui gérait déjà tout le département, on va dire, CSM et qui montait vraiment, Chief Revenue Officer. Donc, j'avais déjà plus cette casquette, de stratégie de pilotage. Donc j'étais vraiment là à piloter, à faire les opérations, par rapport aux objectifs que lui fixait. Et c'était pas un problème, pour le coup, c'est super intéressant. Moi, je suis vraiment très opération, mais le mais j'avais un souci. Déjà, c'était, il fallait se l'avouer à soi-même, c'est assez compliqué en termes d'ego. Mais il faut se l'avouer à soi-même, quand il y a des personnes qui ont travaillé pendant 4 à 5 ans, tous les jours avec les clients ou quand les sales font ça depuis 5 ans, ils sont plus experts que toi. Donc, il y a un moment, c'est cool de faire plein de choses, mais il y a un moment où si on est dans une phase d'optimisation, on a besoin de se reposer sur les vraies expertises. Donc là, j'ai changé un petit peu mon périmètre où je les accompagnais vraiment dans la méthodologie de test justement et de mesure. Donc j'avais beaucoup plus ce rôle d'ops que de growth finalement. Et petit à petit, ils étaient totalement autonomes et je trouvais plus trop ma place. J'avais un peu l'impression d'être le freelance de la boîte. Bah, j'avais fait ma mission, elle était terminée parce que j'avais plus trop ce rôle stratégique. Donc finalement, le growth a été un peu éclaté, un peu décentralisé parmi tous les experts dans la boîte, que ce soit sales, CSM ou content. Et puis, je me le suis avoué à moi-même, je trouvais que à ce moment-là, dans ces phases d'optimisation, je trouve que il n'y a pas plus pertinent, si on reprend un peu le modèle art encore une fois, qui est de mieux placé que les commerciaux, les sales pour gérer la politique de revenus, qui est de mieux placé que les CSM pour gérer la politique de revenus et de rétention, qui est de mieux placé que, l'équipe produit pour gérer la rétention également si c'est du produit, qui est de mieux que le marketing pour gérer la partie acquisition. Donc finalement, le growth, selon moi, à ce niveau-là, ne peut plus couvrir tous les niveaux de ce framework. Et par contre, on a besoin de se reposer sur des expertises. Donc, si je récap un petit peu ce qui est écrit, le growth, le head of growth aujourd'hui n'existe pas trop dans les scale-up. On va plutôt voir du chief revenue officer, du chief business officer, où globalement, ça va être vraiment tout en haut pour piloter toutes les lignes de revenus. Donc, ce qu'on appelle le revenu, hein, c'est le marketing, le CSM et le commercial. Et puis les avantages de ça, c'est que, bah, finalement, c'est plus adapté pour des phases d'optimisation parce qu'on peut pas être bon partout et il faut se l'avouer aussi. Il faut se spécialiser à un moment et puis c'est un growth plus décentralisé et globalement, les gens sont quand même plus heureux parce qu'ils vont couvrir plus ils ont vraiment un sentiment de progresser alors que, auparavant, en tout cas, je parle de mon expérience avec Clox, on a vraiment un sentiment de faire que de la relation client. Il y avait pas tout cet aspect, un peu technique, même de la gestion de CRM pour, faire de la notification, faire des relances, au moment, venu et pour, pouvoir paramétrer tout ça, bah, faut avoir l'expertise métier et ça suffit pas de juste savoir, tricoter un petit peu, ou être développeur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des product managers avec des développeurs, parce que les products vont faire vraiment l'interface sur les compétences métiers, sur le savoir métier. Les développeurs vont les mettre en application.
OK. Donc Donc voilà, il là, n'y a pas vraiment une définition que j'en ai donnée, mais il y a vraiment 2 gros volets et je pense que le growth, c'est plutôt une évolution, ça doit évoluer en fonction de sa structure, et que c'est très important. et donc maintenant, si on rentre dans le vif du sujet avec bah, l'articulation que tu fais entre le growth et la culture produit. Ouais, ben, vous avez vu, hein, d'ailleurs, j'ai fini un peu par parler de produits, de développeurs et en fait, je trouvais que dans la méthodologie, que ce soit growth, mais je pense vraiment un peu l'étendre au business en général, c'était un peu la même. Donc, que peu importe le type d'entreprise, hein, encore une fois, je ne sais pas dans l'audience si vous êtes vous travaillez dans une entreprise de services ou de produits, cette méthodologie, elle est valable pour tout, je pense. Elle est valable pour la gestion de contenu, elle est valable pour, les expérimentations growth, elle est valable pour le produit, et le développement de features. Donc, tout ça en commun, certaines choses déjà, c'est la capacité à remonter les informations au bon endroit. Donc, que ce soit sur la partie technique ou dans les équipes métiers, il y a toujours des hypothèses, il faut remonter des idées, des problèmes, suite à des interviews, suite à j'ai lu des articles, j'ai échangé avec des pairs. Donc il faut émettre des hypothèses. Donc on va dire, c'est les idées d'action, hein, si on ramène ça au growth. On pourrait peut-être faire ça. Il faut les tester et il faut les mesurer. Mais on va dire ce schéma-là n'a pas de sens, si on les compare pas à un référentiel et si on n'a pas les bons outils pour tester ça, pour faire cette itération, cette boucle, on va dire, de test. Le 1er, le plus important et c'est pour ça que je mets vraiment la data au cœur de tous ces process, au cœur du growth et d'ailleurs, c'est curieux, parenthèse, je discutais avec quelqu'un qui était data analyst, là, il y a 2 semaines et puis qui souhaite faire une reconversion dans le growth, parce qu'il, voilà, il avait envie de voir autre chose et j'étais assez curieux de prendre un peu de recul sur la fin du call où clairement j'ai parlé, pendant 80 de data, parce que finalement c'était essentiel. Pour plein de raisons. Déjà, je pense que la première raison de la data, c'est juste d'être aligné par rapport à des objectifs. Deuxième raison, c'est juste aussi d'être serein, que les résultats soient mauvais ou bons, au moins on a quelque chose à défendre. Et il y a rien de pire que, d'avoir son responsable commercial, son responsable growth ou son CEO qui arrive, «J'ai besoin de ces data, elle est pas disponible». Ça met une non-sérénité dans les équipes et c'est juste, très, 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 très relou. Et je pense qu'il faut pas être tombé dans le panneau justement de partir dans tous les sens. C'est ce qui m'est arrivé encore une fois chez Clox. On avait plein d'idées, on les faisait, on n'avait pas spécialement les objectifs, ou en tout cas on était persuadé que ça allait fonctionner, parce qu'on n'avait pas de temps à perdre. Par contre, on mesurait pas et au final, c'était, très problématique parce que, voilà, il faut aussi défendre ses missions, donc ça dépend de la position qu'on a dans sa boîte, mais il faut faire attention à tout ça. Peut-être plus patient, mais de mesurer. Donc en gros, il y a les hypothèses, les tests et les mesures. Il faut absolument définir les objectifs et des sous-objectifs, hein, parce que si je prends par exemple le cas d'Allegria, je vais avoir des objectifs sur la génération de leads, en tout cas sur le trimestre, sur le parti studio, mais ça va pas être suffisant pour vraiment, être le référentiel par rapport à un test. C'est-à-dire un test, je vais plutôt imaginons qu'aujourd'hui, moi j'ai 2 leviers qui sont en route et qui tiennent bien la route, ça va être, du LinkedIn Ads et du Google Ads et ça va pas être un indicateur pertinent pour moi que de regarder le volume de leads générés. Je vais plutôt descendre d'un étage et regarder, OK, le coût par lead, il est très bon sur la Google Ads, mais par contre, je vais vraiment analyser le taux de transformation. Il faut que je tienne mon coût par lead, mais il faut que j'augmente mon taux de transformation et c'est ça qui va vraiment me faire, step up là-dessus. Donc des objectifs, si on n'est pas aligné là-dessus, les idées, elles n'ont pas de valeur parce que selon moi, une idée, elle doit être toujours raccordée à un objectif. C'est le seul moyen, de ne pas se perdre. Hem, Au-delà de ça, les idées, bah, on en a beaucoup, mais parfois c'est pas suffisant. L'objectif, ultime et c'est pour ça, je raccorde aussi avec la culture growth que je faisais tout à l'heure, c en quand vous êtes tout seul, hein, il faut absolument, pouvoir essayer de remonter des informations, soit à travers à faire des calls avec des pairs, mais aussi à faire travailler les équipes métiers, les équipes sales et les équipes, CSM. Comment on va faire? C'est eux qui ont les idées aussi, il faut absolument pouvoir les stocker et c'est ce que j'appelle le backlog, donc c'est un terme, très technique, finalement, qui est généralement, dédié aux équipes produits et développeurs, mais moi j'aime bien l'utiliser justement pour le growth. Et un backlog, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, une sorte de base de données où on va storer, on va enregistrer toutes les idées pour pas les perdre. On va fixer un objectif, primaire dessus, un objectif secondaire, donc ce qu'on va un peu les OKR, si vous êtes au courant de tout ça. On va mettre est-ce que c'est de l'acquisition, c'est de l'activation? Pour mon cas, je vais dire si c'est du studio, est-ce que c'est de l'académie, est-ce que c'est du network? Et aujourd'hui, je sais que ma priorité, en tout cas sur les 2 dernières semaines, c'était de l'académie. Donc, tout ça, ça m'aidait justement à définir et à reprioriser mes idées. Et le modèle ICE, donc, je ne sais pas s'il a déjà été présenté, tout à l'heure, ce matin ou non.
C'est un modèle qui est assez connu, c'est un framework aussi, hein, donc un framework, c'est un cadre de travail, un outil, qui va se brancher à ce cette base de données, à ce backlog et en fait, l'objectif, c'est de débiaiser un peu ces idées. C'est-à-dire que toutes ces pro alors nos idées sont toujours les meilleures, c'est ça le problème donc on est très vite incité à avoir une idée, à la stocker, à la faire dans la journée ou le lendemain, alors qu'on devrait plutôt avoir cette méthodologie. C'est pour ça que je parle de process, stocker toutes les idées. On a déjà suffisamment de boulot, on va les scorer, c'est-à-dire on la va décomposer ce score sous 3 niveaux qui sont l'impact que cette action peut avoir sur le business, toujours par rapport aux objectifs. Quel est le niveau de confiance, on a par rapport à cette idée? C'est-à-dire, est-ce que c'est crédible ou pas? Par exemple, on sait que la publicité aujourd'hui, ça fait ses preuves, mais peut-être qu'une autre action, on l'a jamais lu dans les articles de blog, on n'est pas super serein que ça peut fonctionner. Si ça fonctionne, ça peut avoir de l'impact, mais la nuance est un peu fine, mais on n'est pas sûr et certain. Donc on va avoir un score sur 10. Et puis ease, c'est la facilité à mettre en place. Il y a forcément des actions qui ont beaucoup, beaucoup d'impact, mais qui sont très compliquées à gérer. Il faut faire en fonction de ses ressources RH et le temps que ça peut prendre. Par exemple, développer un script pour se connecter en API, bah, ça peut avoir beaucoup d'impact sur la productivité de son équipe, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, est-ce que ça vaut pas le coup de faire ça, en tout cas, de travailler avec un freelance ou en tout cas se détacher? C'est pas nous qui allons le gérer, mais comment faire en sorte que, ce soit toujours le score, le la moyenne de ces 3 qui soit en haut de la pile, hein, pour pouvoir avoir une vision plus cohérente. Et enfin, bah, le process et la data. Bon, le process, je pense qu'on a suffisamment parlé, hein, c'est d'avoir cette méthodologie. À chaque fois qu'on a une idée, on la stocke, on va la scorer, on va l'associer à des objectifs. Et puis, c'est le rôle du manager ensuite, tous les vendredis, par exemple. On va reprioriser, on va revoir si les scores sont cohérents. Et puis ensuite, ça va lancer la semaine, ça va permettre de structurer la semaine. Et ça apporte beaucoup, on va dire, d'apaisement dans les équipes parce que c'est assez compliqué parfois de se réveiller le matin et de se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai à faire dans cette journée?» Et enfin, la data qui est un point quand même assez crucial, pour tout le monde, pour moi. C'est-à-dire qu'on doit tout mesurer. Alors il y a des choses, parfois on n'a pas de temps à perdre. C'est-à-dire on lance un business, on n'a pas de le temps de tout mesurer. Il faut faire attention de ne pas être des ayatollahs du tracking. Il faut vraiment viser macro et avoir des sous-objectifs et ensuite on va faire test par test et on va se dire: «OK, bah, qu'est-ce que je teste aujourd'hui? Est-ce que je peux le tester? Je peux le mesurer facilement?» Et ensuite on va itérer, on va attendre une semaine, on va attendre 2 semaines pour que ce soit significatif et on va enchaîner et on valide ou pas, ces tests et ensuite on les met vraiment en prod, dans une campagne mère de publicité par exemple et voilà, c'est vraiment ce triptyque hypothèse, test, mesure qui doivent être opposés par des outils, qui sont les objectifs, ce framework ICE. Je pense qu'il y en a plein d'autres, hein, vous choisissez, pour y regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. En tout cas, moi, je trouve que ça convient bien à Allegria et à ma manière de faire et ensuite, il faut être ultra rigoureux, sur le process, pas partir dans tous les sens et accepter peut-être d'aller un peu moins vite, mais en tout cas, ce sera bénéfique sur la suite, c'est beaucoup plus scalable pour la suite. Ok, je regarde aussi du côté du chat si on a des questions. Pour l'instant, pas de questions, mais n'hésitez pas à interroger Hugo, surtout qu'Hugo est généreux en tips et en retour d'expérience. Peut-être, donc comme le sujet, il est vraiment sur on va dire, un mindset orienté produit, est-ce que tu as des exemples très concrets à nous donner voilà, de modifications sur des funnels dans un produit ou des démarches de A/B test ou des optimisations qui ont augmenté la conversion? Ouais, alors moi, pour le coup, j'ai travaillé dans 2 boîtes de services, donc j'avais pas cette vision, produit à 100. Ça, c'est vraiment quand je parle de produit, c'est plutôt sur la méthodologie. Après, ce que je peux dire par rapport à ce que j'ai vécu chez Clox, j'avais parlé voilà, un moment quand je gérais la partie trading, on a dû splitter un petit peu l'émission avec Quentin parce qu'on était 2 à la gérer. Lui était plutôt sur la partie, innovation, on va dire prestataire, partenariat. Moi, j'étais plutôt sur la partie data. Et ma mission, c'était de coordonner, la construction d'un produit, qui était à destination des clients. En fait, il avait 2 valeurs. C'était un produit qu'on avait en interne, nous, pour piloter, nos campagnes. Donc au lieu de, vraiment, regarder, des campagnes sur Facebook, sur Google Ads, on avait à peu près 14 plateformes d'activation et ben, on avait tout ça sur la même interface. Donc déjà, ça, c'était vraiment un objectif d'opération pure, donc c'était pas vraiment growth et sur la partie growth, pour le coup, c'était une énorme demande des clients, donc on les a beaucoup écoutés, on a fait beaucoup d'interviews et on a construit un produit par rapport à ça. Et là, forcément, il y a énormément d'itérations à faire parce que
on utilisait 14 plateformes publicitaires. Parfois, les API sont très compliquées. On se rend compte que finalement le développeur ne comprend rien parce qu'il a jamais fait de publicité dans sa vie. Finalement 80 du travail repose sur, vraiment cette partie PM, d'itération, de se dire: «OK, on va aller regarder l'API tous les 2 et puis on va regarder, on va sélectionner tous les champs qui nous intéressent et ensuite on va développer ça petit à petit. On va offrir ça, on va essayer d'avoir une communication qui est ultra régulière et qui est lissée dans le temps aussi pour satisfaire les besoins clients». Donc ça, c'était ma vraie première grosse expérience produit, sans avoir vraiment toutes ces méthodologies parce que c'était un peu à l'arrache pour être honnête. On était vraiment start-up, c'était nouveau pour tout le monde, à part pour la partie dev, qui avait vraiment mis, ce process en place. Et c'est la Et seule chose juste que je peux dire. Là, nous, on va dire sur la partie growth, on travaillait sur l'expérience client. Donc c'était clairement, si on visait l'objectif, c'était, cette satisfaction, c'était l'upselling, c'est le fait qu'il puisse rester le plus longtemps possible et c'était, via du marketing ou du produit justement, pour développer les features qui les intéressaient, quoi. et justement, on a une question de Diego dans le chat qui nous demande, toi, si quand tu fais du A/B test de feature, quel outil, tu utilises ou tu utiliserais? Même si on a bien compris que tu étais pas, product au sens SaaS du Ah, terme, est-ce que tu as ouais, product, je sais pas trop, quels sont les outils, product pour ça. Après, pour le coup, j'imagine, sur le tracking, j'utiliserai clairement June, je sais pas si vous connaissez, mais ça a l'air juste, ouf, en termes de, c'est un tracking un peu no code, ça mesure, des cohortes et tout ça, très, très, très rapidement. Sinon sur la partie, on va dire, heatmap, je pense qu'il y en a plein. Il y a Clarity de Microsoft ou je pense que vous les connaissez si vous travaillez dedans. Sur la partie AB test, je les connais pas. Après, sur la partie web, pour le coup, je pense que c'est assez classique. Je vais utiliser du Google Optimize qui fait le taf. Encore une fois, moi j'étais très 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 early stage chez Clocks et chez Allegria. Là, typique, on s'est fait un point avec Astrid qui est manager, qui est CMO, et c'est super important pour nous là de fixer des objectifs et des sous-objectifs. On a lancé plein 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 de sujets. On veut être absolument prêt pour janvier, pour passer dans une phase vraiment de pure growth, à savoir justement là dont Diego parle, de l'A/B test, hein, parce que pour le moment on lance, on valide et puis on passe à autre chose. Mais là, j'aimerais vraiment passer dans les phases d'optimisation, hein. OK. Ensuite, on a une question d'Alix, qui nous demande si tu as un tips, de growth pour éviter le churn client. Donc là, on devine que ça peut être sur du SaaS, mais pas seulement. Alors, enfin, si c'est du SaaS, globalement, je pense que la vérité, elle est dans le CRM, hein. Si vous avez un CRM qui est ultra bien construit, il faut essayer d'automatiser. Alors clairement, en fait, l'humain n'a pas le temps de, ça dépend aussi en fonction du nombre de clients que vous avez. On peut faire à l'ancienne et prendre ses notes et puis se dire: «On se fait des rappels». Mais déjà, le churn, il est évité par la tech, c'est-à-dire des systèmes de notification, de relance, peut-être d'alerting aussi en fonction de la satisfaction client, si on voit qu'elle diminue. Ou typique chez Clocks, nous, dans le service, on avait, des récurrences, c'est-à-dire on avait peut-être une quinzaine, une vingtaine d'industries. On était spécialisé initialement sur la culture. Donc chaque acteur, enfin, chaque industrie, on va dire, a on va dire, sa récurrence. Nous, on travaillait pour des clubs de foot. Globalement, on travaillait toutes les 2 semaines. À toutes les 2 semaines, on avait une campagne publicitaire. Donc à partir du moment où l'acteur ne faisait pas de campagne publicitaire pour, on va dire, pendant un mois, c'était un trigger pour nous, pour l'appeler, pour savoir ce qui se passait, juste pour prendre l'information. Donc déjà, toute cette information-là, on l'avait automatisée et toute l'information, en fait, on l'avait, dans le CRM. Après, le churn, il se passe aussi au-delà de l'équipe CSM ou de l'équipe business. Je pense qu'il va aussi, l'équipe finance doit être partie intégrante, c'est con, donc c'est pour ça que c'est compliqué de définir le growth parce que finalement tout est growth. Mais l'expérience client à travers, on va dire la facturation et la relance et la mise en demeure et cetera, en espérant ne pas en y arriver là, c'est ultra important. Je pense que l'expérience au global, on avait tendance à dire chez Clocks, et je pense que c'est valable pour toutes les boîtes de services, que nos clients étaient prêts à payer 10 centimes de plus leur clic, s'ils passaient des bons moments avec nous, c'est-à-dire à prendre, l'apéro, à kiffer, qu'on leur voit du contenu, sur demande, qu'on prenne vraiment attention à eux. Et c'est tout con, mais c'est une expérience aussi. On est là pour kiffer le boulot et ça joue vraiment, c'est assez curieux. Donc ouais, je sais pas si je réponds à la question, notamment par Non, rapport à si, si, l'apéro, mais bah, ce que je pioche dans ce que tu nous dis, donc il y a le scoring et il y a définir des patterns. Comme on a des patterns pour comprendre les aha moments et ce qui fait basculer, tu nous dis qu'il faut aussi identifier les patterns de gens qui vont churner, puisque quand on commence à faire de la data, normalement on identifie le chemin qu'empruntent les gens qui nous abandonnent. ouais, Ça pour moi, marche. c'est 3 leviers maximum, on va dire. Enfin, c'est bien écouter ses clients. Je pense qu'il faut aussi faire des calls avec eux tous les mois,
call les clients qui ont churn aussi, parce que pour le coup, c'est des bons indicateurs. Et puis, si c'est dans le produit, bah, là, ça se passe vraiment sur l'expérience. Et sinon, c'est beaucoup un métier d'ops qui vont, on va dire, aider les équipes CSM et sales à avoir la bonne information au bon moment et puis qu'ils puissent avoir voilà, la bonne action en adéquation. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions en parallèle? Non, je vois que c'est assez calme dans le chat. Enfin, là, tu as déjà eu quelques questions. Hugo, tu veux rajouter un petit mot pour la fin? Par exemple, donner un conseil, ou en tout cas, non, on va plutôt dire, toi, partager l'outil que tu estimes être indispensable dans ta stack growth. L'outil dont tu ne pourrais pas te passer. Ouais, alors c'est un peu évolué, mais C'est ouais, vrai que c'est un peu marketing, compliqué parce avec que toi. ouais, ouais, parce qu'il y a les outils, globalement, moi je suis pro ads, mais on va pas dire, on va pas appeler ça les outils. Enfin, je peux donner un peu ma stack, hein, que j'ai, hein, sur la partie outbound. Je vais utiliser, bon, j'ai longtemps utilisé du Phantom Buster Drop Contact, en enrichissement aussi avec, du Datagma. Mais aujourd'hui, j'utilise des API Company, ça s'appelait, ProspectWith avant. Sinon, bah, je suis très pro ads, donc tout ce qui va être, Snapchat, TikTok, ce qui va être Facebook, éventuellement, pourquoi pas demain du programmatique, pour faire des campagnes un peu plus, différentes. Heu, Sinon sur la partie data, hein, parce que j'ai pas mal parlé de data, ils vont croire que je suis investisseur, hein. Il y a déjà pas mal de potes qui me disent: «Mais tu investis chez Wayly ou pas?» Non, c'est juste que franchement j'adore l'outil. Il est accessible et ça c'est assez, on va dire, unique pour un outil de BI, de visualisation de données. Ça s'appelle Whaley, Whaly. Si j'ai cette portion de vidéo, je leur enverrai parce que je suis pas du tout sponsor. Mais c'est très cool parce que c'est un outil 3 en un. On va dire, ils vont s'intégrer à toutes vos sources de données. Ils vont les envoyer sur BigQuery, donc il faut avoir un data warehouse, mais l'idéal, c'est que justement, avec eux, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir faire du SQL parce qu'ils vont récupérer ces données, on va dire, sur une base de données façon Airtable. On va pouvoir faire du semblant du SQL de manière très 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 simple et ensuite visualiser ces données avec des dashboards interactifs. Donc, oui, pour le coup, si vous avez un petit peu d'argent, un petit peu de budget et que vous commencez à avoir beaucoup de sources et à des gros besoins cross métier, on va dire, dans la visualisation, leur positionnement, c'est un outil de BI, sur les équipes métiers, donc c'est vraiment intéressant. Après je peux pas dire que je pourrais pas m'en passer, hein, il faut vraiment avoir un gros besoin data, mais à un moment où on scale, c'est super important, parce qu'aussi il faut mettre un peu d'argent. Mais en tout cas, je peux pas me passer de data, ça c'est clair et net et si j'avais à choisir une stack, sans argent, je passerais clairement sur du Google Data Studio et de l'import-export, hein. Il faut ou voir du gros TCD, avec une bonne base de données sur Airtable, c'est ce que je ferais. Ok. Je vois qu'il n'y a pas plus de questions. On approche gentiment du terme. Je sais pas si Hugo, tu veux rajouter quelque chose. Sache pour info que j'ai partagé ton LinkedIn pour celles et ceux qui veulent te contacter pour en savoir plus sur ce que tu proposes et puis pourquoi pas poursuivre la discussion. Je te laisse le mot Plaisir. de la fin. Ouais, bah non, si vous souhaitez aussi, je sais pas si vous allez transmettre les slides, j'ai pas tout passé parce que sinon ça ferait beaucoup, enfin je pourrais encore discuter pendant 1 heure de tout ça. Mais j'ai des slides sur, on va dire un peu plus orientés data, c'est-à-dire data warehouse, tous les termes ELT, ETL, reverse ETL, donc c'est un peu plus technique. C'est comment transférer des données dans des data warehouse, comment l'exploiter, les transformer. Je pense que c'est important d'avoir cette culture-là aussi. Et si vous voulez en tout cas avoir les slides, n'hésitez pas à me les demander sur LinkedIn ou peut-être que vous les transférez, je sais pas. Eh ben, merci beaucoup Hugo pour ton témoignage. Très bonne suite d'après-midi à tout le monde et puis peut-être qu'on se retrouve dans une prochaine conférence puisque l'après-midi est loin d'être terminé. Donc il reste encore pas mal de talk. Grand merci Hugo. Salut tout le monde. Merci à tout le monde.